réveil, merci d'être avec nous ce matin sur i24 News, c'est le morning et nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. Évidemment, voici les titres de cette édition. Le discours de sa vie, Binyamin Netanyahou sera dans quelques heures devant le Congrès américain. Objectif, faire torpiller l'accord sur le nucléaire iranien. Hier soir, c'était la répétition générale devant l'AIPAC, en terrain conquis. Les extraits dans un instant. Et puis à 2 semaines des élections israéliennes, eh bien la révolte sociale regagne tout doucement les rues de Tel Aviv. Comme en 2011, des tentes ont investi le boulevard Rothschild. Enfin, on reviendra sur un phénomène dont on ne parle pas assez, le statut de domestique dans le monde arabe, conditions de vie et de travail déplorables. Le détail en fin d'édition. Bonjour à tous, merci donc d'être avec nous. On prend immédiatement la direction de Washington où Binyamin Netanyahou doit donc s'exprimer dans quelques heures devant le Congrès américain. On retrouve sur place notre envoyé spécial Mathias Inbar. Bonjour. Alors la répétition générale à ce discours a eu lieu donc hier soir devant l'AIPAC, le lobby pro-israélien. Comment a été accueilli le Premier ministre ? Oui, Barbara, c'est un véritable guest star, une star du rock qui a été accueilli Binyamin Netanyahou devant 16 000 personnes, imaginez-vous, un stade de foot tout entier qui se met à applaudir le Premier ministre israélien, un véritable standing ovation qui a duré 2 minutes. D'ailleurs, le Premier ministre Binyamin Netanyahou en a surabusé même, où il a fait jouer la salle en lui répondant d'où vous venez pour savoir éventuellement de quel coin des États-Unis venait tout ce public, un public acquis à sa cause. Et d'ailleurs, le Premier ministre a redit tous ces thèmes de campagne ou de pré-campagne, à savoir la politique contre la radicalisation de la région, notamment contre Daesh, le programme nucléaire controversé, mais également les relations avec les États-Unis. Nous sommes plus que des amis, a-t-il déclaré. Nous sommes une même membre de la famille et justement, lorsqu'on est dans la famille, il y a des querelles. Les querelles sont désagréables, mais il faut passer outre. On est à l'apaisement du côté du Premier ministre. Reste à savoir si ce ton est accepté de la part de l'administration américaine. Alors justement, Barack Obama a décidé de ne pas rester muet face à cette campagne que mène Binyamin Netanyahou sur son terrain. Il lui a répondu par médias interposés. C'était une interview cette nuit à l'agence de presse Reuters, quelques heures avant le discours tant décrié. Oui, finalement, je disais des propos qui n'ont finalement pas été acceptés par cette administration américaine, par Barack Obama. Alors tout d'abord, son porte-parole de la Maison-Blanche qui a déclaré que si Binyamin Netanyahou entendait faire ce qu'il avait prévu de faire, à savoir divulguer des informations, des renseignements sur la manière dont se déroulent les négociations à Genève entre l'Iran et les 5+1, cela serait pris comme un geste de tromperie de la part de l'administration américaine. Et puis, il y a cette phrase de Barack Obama, qui n'est pas resté muet pour répondre à votre question, qui a parlé à Reuters, à l'agence Reuters, et qui a déclaré que ce discours de Binyamin Netanyahou n'était pas destructeur, pour reprendre les termes de Susan Rice, sa conseillère à la sécurité nationale, mais en tout cas, le temps n'était pas bien choisi, le moment n'était pas bien choisi, 15 jours avant les élections. On est bien donc là, comme je vous l'annonçais hier, non seulement les Américains n'aiment pas la forme, mais n'aiment pas non plus le fond, à savoir donc de divulguer des informations sur la manière dont se passent les négociations. Merci beaucoup Mathias depuis Washington. Discours devant le Congrès aujourd'hui, donc 18h heure de Tel Aviv, 17h heure de Paris. Évidemment, édition spéciale sur i24 News pour le suivre. Bonjour à nos invités. Emmanuel Navon, merci d'être avec nous, professeur de relations internationales, spécialiste de politique américaine. Bonjour Maurice. Bonjour, et bonjour Daniel Sheikh, diplomate israélien, ancien ambassadeur notamment en France. Alors on l'a entendu, quelques heures du discours, la Maison-Blanche hausse le ton et craint que Binyamin Netanyahou ne dévoile quelques termes de l'accord en cours de négociation. Le porte-parole de la Maison-Blanche a même utilisé le mot de traîtrise, si tel devait être le cas. Alors d'abord, est-ce qu'Israël est au courant de l'accord? Et si oui, est-ce que Binyamin Netanyahou pourrait aller aussi loin? La première question, je suppose que oui. Il y a d'abord un dialogue quand même entre les experts, entre les professionnels sur tout ce processus. Et d'ailleurs, même si les Américains
sont moins ouverts aujourd'hui par rapport à Israël à cause de cette crispation qui s'est créée autour du discours du Premier ministre. Il y a d'autres acteurs dans cette négociation, la France, l'Allemagne, etc., avec lesquels le dialogue professionnel se fait. Donc je suppose que les grandes lignes ou même les détails de cette négociation, où elle en est aujourd'hui, sont connus à Israël et au Premier ministre. Il faut souligner que ce n'est pas le point final de cette négociation. Il reste encore des choses à négocier. Les Américains eux-mêmes disent que ce n'est pas chose faite, l'accord n'est pas conclu. Maintenant, moi, c'est vrai qu'il y a une hausse de ton du porte-parole, mais je détecte une sorte de paradoxe, parce que d'un côté, il y a une hausse de ton, il y a une crainte que le Premier ministre va divulguer des secrets. Entre nous, je ne pense pas que c'est véritablement sérieux. Je pense que les grandes lignes sont connues du grand public déjà. Et du Congrès américain? Certainement du Congrès américain et certainement des membres du Congrès qui s'y intéressent. Mais il y a aussi d'autre part, je pense, une volonté de calmer un peu le jeu, de ne pas laisser les choses partir complètement du contrôle. Et c'est là la logique des propos du président en disant que ce n'est pas destructif aux relations. Alors, volonté d'apaisement tout de même. On note, Emmanuel Navon, cette révélation de la télévision israélienne hier soir qui annonce que les États-Unis ont cessé toute coopération de renseignement sur le dossier du nucléaire iranien avec Israël et que tous les autres pans finalement de cette collaboration stratégique, comme on dit, sont tenus au strict minimum, au protocole qui existe, des relations diplomatiques entre les deux pays. Est-ce qu'une telle dégradation entre les deux pays est déjà arrivée dans l'histoire? D'abord, je prendrai avec un grain de sel ces soi-disant révélations de la télévision israélienne. Certaines chaînes israéliennes, parfois, on se demande si elles font campagne ou bien si elles font du journalisme. Et elles ont souvent tendance, certains journalistes israéliens, à exagérer les choses et à en rajouter beaucoup. Donc d'abord, il faut mettre les choses dans leur perspective. Ensuite, y a-t-il eu, avant des crises entre Israël et les États-Unis? La réponse très clairement est oui. En le faisant très brièvement, dans les années 50, l'administration Eisenhower avait obligé Israël, avec des pressions énormes, à sortir du Sinaï après la guerre de Suez en 1956. Sous l'administration de Gerald Ford en 1975, il avait basiquement poussé Israël, forcé Israël, Rabin à l'époque, dans son premier mandat en 1975, a signé un accord intérimaire avec l'Égypte, Sinaï 2 en 1975. Il y a eu ensuite les crises au moment de la guerre du Liban entre le Menachem Begin et Ronald Reagan, et même avant cela, les relations très tendues entre Menachem Begin et Jimmy Carter. Donc oui, il y a eu des crises dans le passé, il n'y a là rien de nouveau, et je pense que lorsque certains médias tentent d'exagérer cette crise à 2 semaines des élections, il faut également prendre ça avec un certain grain de sel. Un peu facile de faire porter le chapeau simplement aux médias israéliens. Je ferai remarquer à mon ami Emmanuel Navon que c'est quelque chose qui est couvert par tous les médias du monde qui, eux, certainement, y compris les Américains, qui, eux, certainement ne sont pas mobilisés dans la campagne électorale en Israël. On a parlé ici de la télévision israélienne, de la 2e chaîne et de la 10e chaîne, qui font campagne. Mais ce n'est pas simplement un problème de surcouverture médiatique. Il y a un vrai problème de fond. Il y a une vraie dégradation, il y a un vrai risque, il y a une vraie crispation. Alors, pour préparer le terrain à ce discours qui aura lieu donc ce soir, on le disait, un discours qualifié d'historique par Binyamin Netanyahou. Il était donc l'invité hier, l'invité d'honneur du dîner annuel du lobby pro-israélien AIPAC. Il était en terrain conquis, on l'a dit, devant 16 000 fans hier dans l'Assemblée. On revient sur les temps forts des discours. Premier temps fort et premier test réussi pour Binyamin Netanyahou à Washington. Devant 16 000 personnes réunies à la convention de l'AIPAC, le Premier ministre israélien a eu droit ce lundi à une longue standing ovation. Dans un contexte tendu, son discours d'une vingtaine de minutes a d'abord et surtout été un vibrant hommage à l'alliance israélo-américaine. Israël et les États-Unis continueront d'être côte à côte, car Israël et les États-Unis sont bien plus que de simples amis. Nous sommes comme une famille.
Mais même dans une famille, les désaccords ne sont jamais faciles à vivre. Mais nous devons toujours nous rappeler que nous sommes une famille. À la veille d'une autre allocution majeure, cette fois au Congrès américain, Benyamin Netanyahou a tenu à clarifier sa position et éteindre la polémique suscitée par cette même intervention qui divise les camps républicains et démocrates. Mon discours n'a pas pour ambition d'imposer Israël dans le débat politique américain. La raison pour laquelle notre alliance ne cesse de se renforcer d'une décennie à l'autre, c'est qu'elle a toujours été défendue par les deux parties et cela ne doit pas changer. Auparavant, c'est l'ambassadrice américaine aux Nations Unies qui s'est exprimée devant l'AIPAC. Le ton était aussi à l'apaisement. Nous croyons fermement que la sécurité d'Israël et l'alliance entre les États-Unis et Israël transcendent la politique. Il en sera toujours ainsi. Mardi au Congrès, c'est une toute autre atmosphère qui attendra Benyamin Netanyahou. Un rendez-vous avec l'histoire que le Premier ministre israélien n'entend pas manquer, tout en s'efforçant de désamorcer la crise diplomatique avec la Maison-Blanche. Le secrétaire d'État américain John Kerry l'a déjà mis en garde contre toute révélation sélective sur les négociations en cours entre l'Iran et les grandes puissances. Volonté d'apaisement, c'est le mot de ce discours? Oui, je pense très clairement, et il l'a dit d'ailleurs dans son discours à l'AIPAC hier, qu'il ne vient pas pour créer des divisions au sein du Congrès ou pour critiquer publiquement le président américain. Je pense qu'il est important à ce stade, effectivement, de clarifier les choses et de se focaliser sur la substance. Même le président Obama, qui a parlé hier à Reuters, a insisté là-dessus également, qu'il ne s'agit pas d'une question personnelle, mais d'une question de substance. Maintenant, il y a également les points sur lesquels les deux parties sont en accord, à savoir que aussi bien les États-Unis qu'Israël s'opposent à un Iran nucléaire militaire. Le désaccord sur la substance a trait à l'accord qui se dessine entre les six puissances et l'Iran, à savoir que, comme l'a rappelé hier d'ailleurs la conseillère à la sécurité nationale Susan Rice, l'accord que les États-Unis souhaitent mettrait l'Iran à 1 an du breaking point. Il semble que pour Israël, même ce 1 an ce soit pas assez ou ce soit trop. Et donc c'est là-dessus que porte le désaccord. Il ne s'agit pas de quelque chose de personnel, il y a un véritable désaccord sur la substance de l'accord qui se dessine. Susan Rice, précisément, explique que finalement cet accord est meilleur pour la sécurité d'Israël que pas d'accord du tout. Pourquoi Benyamin Netanyahou ne veut pas la croire? Moi, je ne suis pas dans la tête du Premier ministre et je me garderai de faire un commentaire de ce genre. Je suppose que même le Premier ministre n'est pas en principe contre un accord, sinon quel était le sens de tout cet effort diplomatique qu'Israël a déployé depuis 10 ans ou 12 ans pour mobiliser la terre entière, pour faire pression sur les Iraniens. Il est clair que quand on fait pression, c'est pour aboutir à quelque chose. Et ce quelque chose doit être un accord. Je suppose qu'il n'est pas satisfait, et il a sans doute raison de ne pas l'être, du contenu de cet accord tel qu'il est aujourd'hui. Mais vous savez, la vie, c'est une question d'alternative réaliste. Et faire revenir l'Iran au point zéro de ses connaissances nucléaires n'est pas réaliste. Donc je suppose que d'ailleurs que le dernier mot n'a pas été dit sur la question de cet accord et qu'il y aura encore des changements. En ce qui concerne l'intervention du Premier ministre, je pense que la grande problématique aujourd'hui, il dit qu'il n'est pas venu pour diviser. C'est trop tard. Il a déjà divisé. Il a déjà joué le président contre le Congrès, les démocrates contre les républicains. C'est déjà fait. Et c'est ça la grande nouveauté, entre guillemets, de cette crise israélo-américaine. On peut dire qu'il a rompu une tradition existante depuis toujours entre Israël et les États-Unis de finalement ménager les démocrates et les républicains, de maintenir un certain équilibre de la part du Premier ministre israélien. Voilà, la relation bipartisane que Benyamin Netanyahou a rompue. Vous savez, à part quelques démocrates isolés au Congrès, il n'y a pas tout d'un coup toute une moitié ou un tiers ou un 2 tiers des démocrates qui disent qu'ils ne soutiennent plus Israël. Je veux dire, ce n'est pas le cas. Objectivement, ce n'est pas le cas. Le soutien pour Israël reste bipartisan.
C'est un fait. Alors le fait qu'effectivement, certains représentants... La question est inverse. C'est Benjamin Netanyahou qui vient jouer dans le terrain de Barack Obama et prend clairement parti pour une position qui est contraire à celle du président américain. Vous savez, encore une fois, on tend à oublier que Netanyahou a été invité par le Congrès. C'est pas lui qui s'est invité. Il a quand même été invité. Il a quand même été invité par le Congrès. Alors ensuite, on peut faire des théories du complot et dire que c'est lui qui a demandé à Biden de l'inviter. Mais il a été invité par le biais de son ambassadeur Ron Dermer. Mais c'est déjà connu, ça a été publié, même dans des chaînes de télévision qui ne sont pas considérées comme anti-Bibi Netanyahou. Même Israël Hayom en a parlé. Oui, bien entendu, mais le président du Congrès lui-même, le speaker, a dit qu'il a demandé à Dermer de ne pas parler de cette invitation à John Kerry pour pas que ça soit apporté à la presse. Donc ça veut dire que toutes les accusations qu'on a pu faire ont été démenties par Mais de le faire derrière le dos de la Maison-Blanche n'est pas un affront diplomatique de Benjamin Netanyahou? Écoutez, je pense que parler d'affront, vous savez, les affronts, ce sont dans les deux sens. Lorsque le président Obama parle par l'intermédiaire de ses représentants officieux dans la presse américaine tels que Tom Friedman ou Jeffrey Goldberg, qui tiennent des propos extrêmement insultants sur le Premier ministre. Il le fait également. Cela fait partie du jeu diplomatique. Et de la même manière, lorsqu'on a accusé par exemple Benjamin Netanyahou de s'ingérer dans les élections américaines de 2014 en soutenant Mitt Romney, mais le président Obama également s'ingère dans la politique israélienne. Donc ne soyons pas naïfs. Oui, il y a des ingérences des deux côtés. Oui, chaque côté essaie de manipuler le jeu politique de l'adversaire, ou bien que ce ne soit pas des adversaires. Ne soyons pas naïfs, c'est clair que cela existe, mais je pense qu'encore une fois, au bout du compte, les relations entre les deux pays sont des relations profondes et qu'il ne faut pas exagérer cette crise qui est réelle, mais il ne faut pas non plus l'exagérer entre Obama et Netanyahou. Au bout du compte, on peut dire que certainement le discours ce soir sera un succès pour Netanyahou. Il n'y a aucun doute. Ce sera un discours merveilleux, comme il sait le faire. C'est un homme qui adore les mots et qui, à mon avis, il fait fausse route parce que c'est pas par les mots uniquement qu'on gagne une telle bataille, mais le discours sera merveilleux, il sera applaudi. Mais comme je le dis dans un article que je publie sur I24 aujourd'hui, ce sera le succès le plus inutile de l'histoire de la carrière politique de Benjamin Netanyahou. On se tourne vers vous, Maurice, pour faire un tour d'horizon de la presse israélienne ce matin, évidemment. On ne parle que de cette visite de Benjamin Netanyahou aux États-Unis, mais la star du jour pour les journaux israéliens, c'est Barack Obama. Et on commence par l'éditeur Aharonot. Effectivement, c'est Barack Obama qui a volé la vedette aujourd'hui à Benjamin Netanyahou dans la presse israélienne, avec cette petite phrase ambiguë. Le discours de Netanyahou détourne l'attention des vraies questions. Alors, je me suis un peu rentré dans le texte et on n'arrive pas à savoir quelles sont les vraies questions si ce n'est pas l'Iran. Et puis encore un petit accroc pour Benjamin Netanyahou de la part de Barack Obama. Ce qu'il a dit de l'accord intérimaire s'avère erroné et de toute façon, il est fort probable que finalement, il n'y ait pas d'accord. Mais je vous demande de regarder cette caricature maintenant de Yediot Aharonot qui donne le contexte. On voit un chantier nucléaire iranien avec des Iraniens qui manifestent contre les États-Unis et je crois que c'est Rouhani ou Khamenei qui dit à John Kerry « Quel culot ce Bibi, mais n'allez pas penser que je cherche à créer des discordes ». Allez, pour le Haaretz, Netanyahou détourne l'attention du vrai problème, la lutte contre le nucléaire. Toujours cette petite phrase, Haaretz cite aussi sur les propos d'Obama, le discours de Netanyahou détourne l'attention. Dans le même temps, la Maison-Blanche met en garde le Premier ministre israélien, ne trahissez pas notre confiance en révélant des détails des négociations classé secret. Alors, encore une fois, une caricature. Vous allez voir, on y voit Benjamin Netanyahou et John Kerry. Bibi demande « Comment réagirez-vous s'ils produisent une bombe ?» Réponse de John Kerry « Nous vous inviterons à vous exprimer devant le Congrès. » Pour Israël Hayom, le titre, c'est le jour J, le jour du discours. Le jour J, mais Israël Hayom, à son habitude, défend un peu la position de Benjamin Netanyahou et rappelle que le Premier ministre a déclaré qu'avec tout le respect que j'ai pour le président des États-Unis, l'accord avec l'Iran est un danger pour la paix.
dans le monde. Alors, encore une fois, on reprend les propos d'Obama à la une. Nos relations sont profondes, même dans le domaine du renseignement, dit Obama. Il n'y a rien de personnel dans ce conflit, mais le discours devant le Congrès détourne l'attention du principal. Mais l'administration américaine considérera la révélation de secrets comme un abus de confiance. Et bien, encore une fois, on va se tourner vers les caricatures, celle d'Israël Hayom, et vous allez voir, ça c'est le cauchemar de Barack Obama qui est au lit et regarde la télé où on voit Benjamin Netanyahou. Jusqu'à ce que j'ai réussi à endormir Michel, affirme Barack Obama, éteignez-moi cette télé avant que je ne perde le sommeil. On termine par le Jerusalem Post. Oui, Jerusalem Post qui prend une approche un peu différente et qui essaye d'analyser ce conflit entre Israël et les États-Unis, un conflit dont les bénéfices sont mutuels, affirme l'éditorialiste. Le président Obama utilise le conflit avec Netanyahou pour prouver aux Iraniens l'engagement des États-Unis envers une solution négociée, mais aussi le président veut la défaite de Netanyahou, écrit le Jerusalem Post, aux élections et renforce ainsi l'opposition israélienne. Du point de vue de Netanyahou aussi des bénéfices, le conflit avec Obama est plus un atout qu'un poids. Chaque attaque de l'administration américaine renforce son statut de seul leader israélien capable de tout faire pour empêcher une bombe chiite, selon le Jerusalem Post. Et pour finir, le dessin du Jerusalem Post, vous allez voir Benjamin Netanyahou entre l'âne républicain et l'éléphant démocrate, et Bibi qui dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour maintenir l'attention sur l'Iran. Une manière de dire attention, les élections ne sont pas loin. Un vrai zoo. Alors justement, parler de zoo, la presse a utilisé le terme de cirque. On n'oublie pas quand même qu'on est à 2 semaines des élections en Israël. On vous l'avait dit, chacun y voit un intérêt politique dans cette crise, dans ce discours, dans ces négociations avec l'Iran. Le discours de Netanyahou aura une portée électorale. Reste à savoir laquelle. Ça, personne ne le sait. Il a joué ici. Pour moi, personnellement, ça n'a aucun doute que le choix de la date et de la démarche est fortement lié à la campagne électorale du Likoud. Mais vous avez raison de dire que personne ne peut prévoir quel sera le résultat. Pour le moment, ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a un léger glissement dans les sondages pour le Likoud. Peut-être que demain matin ou après-demain, les sondages vont montrer un redressement, peut-être même un dépassement des chiffres. Si ce n'est pas le cas et le glissement continue, je pense que le Likoud a un vrai problème de fond qu'on ne peut pas résoudre simplement avec un discours. Voilà, une semaine déterminante pour la campagne israélienne. À votre avis, l'impact de ce discours va arrêter la chute du Likoud dans les sondages ? D'abord, cette chute, elle n'a pas lieu, je vois, dans les sondages de I24 News, qui, eux, parlent de 27 sièges contre le Parti travailliste. Oui, dans tous les autres, je fais confiance à I24 News. Non, le dernier d'I24 News, c'était 24 sièges pour le Likoud. Mais plus sérieusement, je pense que, d'abord, les sondages indiquent que l'électorat israélien ne considère pas ce discours comme déterminant pour ses intentions de vote. Donc commençons par ça. Les Israéliens eux-mêmes, d'après les sondages, disent que leurs intentions de vote ne seront pas influencées par le discours. On peut quand même dire que ce soir, Benjamin Netanyahou s'adressera au Congrès, mais s'adressera à l'électorat israélien. C'est clair que l'électorat israélien, en voyant de nouveau Benjamin Netanyahou parlant dans son excellent anglais devant le Parlement le plus important du monde, se rappellera qui est le candidat en face de lui. Imaginez Yitzhak Herzog dans une telle position. On ne peut pas faire fi du fait qu'il y a là 2 candidats d'un calibre complètement différent. Yitzhak Herzog serait dans le bureau du président américain Barack Obama à négocier le fond des choses. Tout le monde sait très bien, vous savez très bien, Danny Sheikh, que Yitzhak Herzog n'a ni la stature... C'est la seule différence. Non, il y a une autre différence, c'est que Yitzhak Herzog n'a ni la stature ni le charisme de Benjamin Netanyahou, qu'il a même des problèmes de voix, le discours et que par conséquent, et que le deuxième élément, c'est pas le Congrès qui décide, c'est le président. Il a brûlé les ponts avec le président, et maintenant il a que le Congrès pour s'adresser. N'essayez pas de cacher le fait. C'est la seule différence. Non, c'est pas la seule différence. Vous pouvez continuer de m'interrompre autant que vous le voulez. Qui décidera en définitive. Vous pouvez et ça, c'est impossible pour Netanyahou. Vous pouvez essayer de ne pas me laisser finir ma phrase, mais le fait est qu'on sait très bien que, en termes de carrure et de charisme,
il y a là d'un côté un dirigeant qui a du carrure et de Mais à quoi ça sert le charisme s'il n'est pas capable de voir le président américain? Alors, à quoi ça sert? Sur ce conflit de fond, conflit personnel entre les deux hommes, on l'a dit, Barack Obama a voulu répondre à Benjamin Netanyahou, a voulu devancer le discours de Benjamin Netanyahou en répondant donc à cette interview de l'agence de presse Reuters. C'était cette nuit. Je vous propose d'écouter le président américain. Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler la solidité des relations américano-israéliennes. Sous mon administration, des milliards de dollars ont servi à soutenir la sécurité d'Israël, y compris pour le dispositif Dôme de fer qui a protégé les citoyens israéliens contre des missiles tirés le long de leurs frontières. La coopération au niveau du renseignement militaire est sans précédent. Et ce n'est pas nous qui le disons, mais le gouvernement Netanyahou. Ce lien est inaltérable. Il est donc important de préciser la force de notre alliance avec Israël. Ensuite, rappelons que nous avons un objectif commun, s'assurer que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. Voilà, là encore, Barack Obama tempère. Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure, qu'encore une fois, la nature même de cette relation est ce qu'elle est. Et je l'ai dit tout à l'heure, et au risque de me répéter, il ne faut pas exagérer cette mini-crise qui est temporaire, qui est liée, bien entendu, comme on disait tout à l'heure, aux élections. Et je vous rappelle le discours également même de Susan Rice, oui, qui est souvent la plus critique de l'administration vis-à-vis d'Israël et qui avait parlé la semaine dernière d'un discours destructeur, d'un discours qui serait destructeur pour les relations, a beaucoup tempéré ses propos. Évidemment, c'est vrai qu'elle parlait à l'AIPAC, mais a également beaucoup tempéré ses propos lorsqu'elle a parlé à l'AIPAC hier. Je voudrais quand même revenir sur une question de fond. Hein. C'est l'élément que vous soulignez il y a un instant. Benjamin Netanyahou, on l'a dit, va essayer de convaincre le Congrès d'adopter un nouveau train de sanctions contre l'Iran, ce qui pourrait faire torpiller l'accord. Mais Barack Obama a déjà prévenu que si tel était le cas, eh bien, il utiliserait son droit de veto pour éviter ce nouveau paquet de sanctions. C'est un coup d'épée dans l'eau de Benjamin Netanyahou pour rien, avec énormément de conséquences dangereuses. C'est son calcul? Vous résumez ça de manière un peu sommaire, mais c'est vrai. En gros, c'est ce que je pense. L'effort est dirigé vers la mauvaise adresse. Ce n'est pas là-bas que les choses vont se décider. Mais d'abord, je répète, on ne sait pas qu'il y aura un accord. Et d'ailleurs, le président Obama le dit lui-même. Je ne suis pas certain que ne pas avoir un accord, c'est un objectif qui sert les intérêts d'Israël. Mais je pense avec certitude qu'améliorer l'accord tel que nous le connaissons aujourd'hui est un intérêt vital pour Israël. Je suis tout à fait pour. Je suis d'ailleurs d'accord sur la question de la solidité des relations entre Israël et les États-Unis. Elles vont au-delà de cette crise, pas une mini-crise, mais une crise. Mais il faut le dire aussi, elle ne se remettra pas de cette crise tant que Benjamin Netanyahou et Barack Obama sont en fonction. 30 secondes, le mot de la fin. Ce soir, Benjamin Netanyahou, c'est le congrès de sa vie, c'est le discours de sa vie devant le Congrès. Je pense que oui, c'est son troisième discours comme Premier ministre devant le Congrès. Seul Winston Churchill a eu droit à un tel honneur de parler 3 fois devant le Congrès. Tous les micros sont tendus vers lui, donc je pense effectivement que c'est une occasion historique pour lui sans précédent. Voilà, une édition spéciale ce soir donc sur i24 News. On se retrouve juste après un nouveau journal. On parle de la gronde sociale qui gagne Israël. À 2 semaines des élections en Israël, eh bien, la gronde sociale regagne tout doucement les rues de Tel Aviv. Comme à l'été 2011, eh bien, plusieurs tentes ont investi depuis hier le boulevard Rothschild. Les images signées Maël Benoliel. Elles sont de retour au même endroit 3 ans et demi après. Une vingtaine de tentes ont été installées pour protester contre le coût de la vie en Israël et plus particulièrement celui du logement à Tel Aviv. Et celui qui se tient derrière cette nouvelle protestation, c'est lui. Pour ses 40 ans, Shai Cohen a décidé de passer à l'action et d'organiser son anniversaire sous forme de protestation sociale. À 15 jours des élections, il appelle les politiques à se réveiller.
On a l'impression que cette campagne électorale se déroule au-dessus de l'atmosphère. Dans un autre monde, on assiste à une campagne agressive où les partis font des vidéos ridicules. Juste Daesh et l'Iran sont à l'ordre du jour alors que le citoyen israélien souffre de dettes et ne peut se loger correctement. On paye plus que dans n'importe quel autre pays la location ou l'achat d'un appartement, sans parler des systèmes de protection sociale qui s'effondrent. Voilà les sujets qui sont vraiment importants et nous attendons des réponses sérieuses de la part des politiques. Après un appel via les réseaux sociaux, des dizaines d'inconnus qui font face aux mêmes difficultés ont décidé de se joindre à lui et d'installer leur propre tente. Oui, je vis ici dans cette tente que j'ai installée juste là dans le coin. Je gagne correctement ma vie, plus que la moyenne même, mais je n'ai aucune chance de pouvoir acheter un appartement en Israël. Il y a 4 ans, les gens étaient déjà ici avec leur tente pour protester. Et depuis, les prix ne sont pas restés les mêmes, ils ont augmenté, que ce soit au niveau de l'immobilier ou des prix de la nourriture, et personne ne fait rien. Pour les nombreux passants du boulevard Rothschild, il ne s'agit pas uniquement d'un déjà-vu. Cette nouvelle protestation est plus que la bienvenue par les temps qui courent. Je suis très heureuse de les revoir ici. Moi, je paye 600 € par mois pour un studio. Je travaille dans 3 endroits différents pour m'en sortir. Moi aussi, je vais venir installer ma tente, même si je vis à côté. Et j'appelle tout le monde à faire de même. Avec un peu de chance, ça fera peut-être bouger les choses. Difficile de dire si cette protestation d'une vingtaine de tentes va pouvoir changer le cours des choses, mais le symbole est fort et l'espoir est de rigueur. Car pour ceux présents ici aujourd'hui, 3 ans et demi après la protestation des tentes de l'été 2011, rien n'a changé et il est temps de se faire de nouveau entendre à 15 jours des élections. Nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Navon. Est-ce que ce mouvement, s'il prend de l'ampleur, pourrait faire basculer l'élection ? D'abord, je pense que, contrairement à ce qu'on a pu entendre dans ce reportage et dans ces interviews, la question du coût de la vie est centrale dans l'actuelle campagne. Il y a même, en tout cas, au moins 2 partis, le parti de Moshe Kahlon et le parti de Yair Lapid, qui se focalisent sur les questions économiques et sociales, et dans le cas de Moshe Kahlon, sur le coût de l'immobilier. Donc je pense qu'au contraire, le sujet est traité par la campagne électorale et que, comme je l'ai dit, le parti de Moshe Kahlon s'en fait le fer de lance. C'est un mouvement qui lance un appel du pied à Binyamin Netanyahou, qui n'en fait peut-être pas un sujet de prédilection dans sa campagne, et il reproche au Premier ministre finalement de n'avoir rien changé à leurs conditions de vie depuis l'été 2011. Est-ce que c'est réellement le cas ? Je pense que sur la question de l'immobilier, effectivement, le gouvernement malheureusement n'a pas réussi à faire baisser le coût de la vie. Le coût de la vie et le coût de l'immobilier, c'est un fait indéniable. Alors ensuite, on peut rentrer dans le blame game et essayer de voir entre Lapid et Netanyahou qui a bloqué quoi. Mais c'est incontestable que les prix de l'immobilier non seulement n'ont pas baissé, mais ont augmenté et qu'il faut absolument que le prochain gouvernement fasse sa priorité. Un mot du timing quand même de ce mouvement. Il est évidemment politique, hein, même les organisateurs ne s'en cachent pas. Mais l'idée est simple, est de dire au moment où Binyamin Netanyahou parle de l'Iran devant le Congrès américain, eh bien nos préoccupations sont bel et bien réelles, à savoir comment se loger, comment accéder aux soins de santé, à l'éducation. Est-ce que la majorité des Israéliens sont d'accord en tout cas là-dessus, que la menace première ce n'est pas l'Iran, mais c'est comment boucler les fins de mois ? Ce ne sont pas des sujets qui s'excluent l'un l'autre. Tous ces sujets sont réels. Je veux dire, la menace iranienne est réelle, le coût de la vie est un problème réel. Et encore une fois, le rôle d'un gouvernement, le devoir d'un gouvernement, c'est de traiter de tous ces sujets. Ça ne signifie pas que les gouvernements ont des solutions à tous les problèmes. Si c'était aussi simple, bien entendu, on le saurait. Mais encore une fois, je pense qu'aucun de ces problèmes n'est imaginaire. Tous ces problèmes sont réels et c'est le devoir de tout gouvernement d'en traiter du mieux possible. Alors, on le comprend bien, les élections approchent. Il reste exactement 15 jours aux Israéliens pour faire leur choix. Maurice, vous venez désormais nous présenter tous les jours les 3 infos à ne pas manquer sur la campagne. Et aujourd'hui, on démarre avec ces manœuvres politiques qui battent leur plein. Dernière sortie en date, elle est signée le président de Yesh Atid, Yair Lapid. Yair Lapid qui se rétracte et ne s'engage plus
a proposé au président de l'État de confier au chef du plus grand parti la charge de constituer le prochain gouvernement. Alors une promesse qui avait été donnée par Yair Lapid aux électeurs lors des précédentes élections il y a 2 ans. Le leader de l'opposition, Yitzhak Herzog, lui continue à vainement tenter d'obtenir un engagement de Yair Lapid à soutenir sa candidature au poste de Premier ministre. Le refus de Yair Lapid, estime Herzog, provient du fait que les 2 partis sont en concurrence sur le même électorat, un électorat à sensibilité sociale. Emmanuel Lavonne, sur cette question, les cartes seront dans les mains du président de l'État, Reuven Rivlin, qui devra nommer celui qui pourra créer la nouvelle coalition et devenir donc le Premier ministre. Est-ce que les règles sont assez claires en Israël pour ce qui est de recommander l'un ou l'autre candidat ? Les règles sont claires dans la mesure où ce que dit la loi est clair. La loi dit que le président doit nommer un candidat qui, je cite la loi, a le plus de chances de former une coalition. Comment est-ce qu'on sait si un candidat a le plus de chances ? C'est pas difficile. On regarde les forces en présence et puis surtout le président écoute des différents partis leurs recommandations. Et une fois que ces recommandations sont soumises, il fait son calcul. Il n'a pas tellement de marge de manœuvre. Le président, alors c'est vrai que ce n'est pas non plus la reine d'Angleterre qui, là-bas, c'est tout simplement une formalité. Protocolaire. C'est protocolaire. Là, le président, théoriquement, peut demander à qui il veut. La loi ne l'empêche pas. Mais évidemment, il le fait en fonction des recommandations. Maintenant, le président Rivlin a également précisé qu'il exigera de toutes les formations politiques de donner une recommandation et de ne pas se laver les mains en disant « faites ce que vous voulez ». Et cela inclut apparemment également la liste arabe unifiée qui, en général, ne donne pas de recommandations. Mais je pense que là, Rivlin a été très clair qu'il exigera des différents partis de recommander qui il souhaite comme Premier ministre. La réponse donc le 18 mars, au lendemain des élections. Autre info à retenir aujourd'hui, c'est le profil des futurs députés de la 20e Knesset. On en sait un peu plus désormais. Exactement. S'il est difficile de prédire à 2 semaines des élections qui sera le Premier ministre, vu que les sondages nous donnent un match nul pour le moment. Mais en fonction des derniers sondages, on peut déjà caractériser la prochaine Knesset et les députés qui y siégeront. Alors, en gros, il y aura beaucoup moins de généraux. Le nombre de candidats sécuritaires éligibles passe de 12 dans la dernière Knesset à 6. Autre surprise, il faut s'attendre à l'entrée de nombreux journalistes de notre profession, nos collègues. 14 d'entre eux ont de fortes chances de s'asseoir sur les bancs du Parlement. Le nombre de femmes candidates à la députation reste stable. On pense qu'on en retrouvera 27 comme il y a 2 ans. Pour sur 120 quand même. Sur 120. Pas terrible. Bon, mais elles ne sont pas en baisse, contrairement aux généraux. Pour le reste, la composition socio-professionnelle de nos députés devrait rester stable. 16 Arabes israéliens, 11 habitants des territoires. Par contre, Emmanuel, les professeurs d'université n'ont pas d'atout pour entrer à la Knesset. Ils ne seront que 3 comme par les années précédentes. C'est une bonne chose pour la politique israélienne. Et pour l'académie peut-être aussi. On finit par cette dernière news à retenir. C'est le lancement officiel ce soir à la télé et à la radio israélienne des clips de campagne officielle des partis. La campagne électorale officielle effectivement débute ce soir. Alors pour ceux que ça intéresse, la programmation est un véritable casse-tête. Aucune chaîne de télévision ne va diffuser à la même heure du dimanche au jeudi. Alors pour la chaîne 10, les clips vont être diffusés à partir de 18h. Pour la première, à partir de 22h30. Et pour la seconde, à partir de 23h. Pareil pour les 2 chaînes de radio publique. Reshet Bet, la chaîne publique, diffusera de 9h à 9h et à 21h. Et Galei Tzahal, la chaîne de l'armée, de 10h30 à 20h30. Vous voyez, si vous voulez échapper, ça va être difficile. Ouais. Par contre, on sait que ce genre de campagne électorale radio-télévisée n'a pas les faveurs du public. Il y a à peine 7% d'audience, alors que les émissions phares de la télévision font 30 à 40% d'audience. Les médias, eux, ont transféré leur budget publicitaire des affiches et stickers qu'on mettait sur les voitures, sur le web, qui aujourd'hui prend une grosse part du marché, mais les partis politiques ne veulent pas renoncer à leur clip de campagne officiel à la télévision et à la radio. Voilà, ça démarre donc ce soir. Un petit peu ringardisés, ces clips officiels, et remplacés par ceux du web où il n'y a aucune législation, donc beaucoup plus de liberté. Tout est permis. Allez, on continue de parler politique avec vous, Rudy, tous les jours et pendant les 2 semaines qui nous conduiront jusqu'aux élections. Eh bien, on a décidé de s'intéresser de plus près aux agendas de tous les partis en lice. Rudy, alors vous venez nous présenter tous les jours un autre parti. Et l'heureux chanceux ce matin, c'est Kahlon et son parti Kulanu. Oui, alors c'est un homme politique qui est très populaire en Israël et donc il se présente pour la première fois seul devant les électeurs. Il a 54 ans, il s'est séparé du Likoud où il a fait sa carrière pour partir donc à la conquête de la classe moyenne. Donc j'ai un petit peu ouvert son programme et essayé de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. On regarde.
du son, cher Sam, Israël est un pays compliqué et encore plus en période d'élection. Alors pour y voir plus clair, ouvrons aujourd'hui le programme de Kulanou. Kulanou, comprenez tous ensemble, c'est un parti tout beau tout neuf, créé il y a quelques mois par un ancien du Likoud. Moshe Carlon, 54 ans, fils de juif libyen, né dans les quartiers populaires de Hadera. Il est connu des Israéliens pour être le super-héros qui, en bon ministre des télécommunications, a cassé le monopole des cartels israéliens de la téléphonie mobile. Et après avoir fait baisser la facture des Israéliens, il s'en est allé, posant sa dème au top de sa popularité. On l'aura bien compris, l'étendard de Carlon, c'est la lutte contre la vie chère et c'est bien ce qu'il oppose à son ancien chef de parti et de gouvernement, Bibi. Alors concrètement, il veut faire baisser les prix en brisant un à un les monopoles qui sclérosent l'économie israélienne. En clair, depuis la création de l'État, une vingtaine de familles détiennent les richesses du pays et surtout s'entendent sur les prix pour les garder élevés. Avec 3 compagnies laitières dans le pays, l'entente est facile et le prix du fromage cottage a pris 45% en quelques mois. C'est donc en justicier version libérale que Kulanou et Carlon se présentent aux électeurs. Côté société, Carlon se dit laïque sans pour autant se couper du public religieux, même s'il se prononce pour le mariage du même sexe. Et la paix dans tout ça, Carlon y croit en avançant que les accords de paix qui ont marché ont été signés par la vraie droite, celle de Begin, fondateur du Likoud. Il pense que les constructions en territoire disputé sont contre-productifs et croit à une solution à 2 États. Et pour faire la paix, il a recruté Michael Oren, ambassadeur d'Israël aux États-Unis et très apprécié du public traditionnel du Likoud. En clair, Moshe Carlon est un peu le Lapid version populaire, orientale et d'un milieu modeste. Il a pour lui de surfer sur la vague de la lutte contre la vie chère, thème de prédilection de cette campagne. Trop peut-être, car si on oublie le chapitre économie, on trouve peu de propositions concrètes dans son programme. Cela dit, il l'assume et le martèle, il se glissera dans n'importe quelle coalition tant qu'on le laissera s'occuper des monopoles. Alors, Moshe Carlon se place où dans les sondages? Quelles sont ses chances de réussite? Alors, depuis le début de la campagne, il oscille entre 8 et 9 sièges selon les sondages, ce qui lui permettrait finalement de vendre sa place, vendre ses voix dans une coalition, on ne sait pas laquelle. Il est ouvert à plusieurs possibilités. Pour lui, l'important, c'est d'appliquer son programme de destruction des monopoles pour faire baisser les prix. C'est son cheval de bataille et ce qu'il est venu porter dans cette campagne. Voilà, et son rôle dans un futur gouvernement est plutôt clair. Ministre des Finances, sûrement. C'est ce qu'il souhaite. C'est ce qu'il souhaite. Ouais. Voilà, et c'est sa campagne également. Moshe Carlon mène une bonne campagne. D'abord, il n'a pas beaucoup de budget. Vous savez, n'étant pas un parti existant à la Knesset, il n'a pas de budget d'État. Ouais. Donc il se bat avec de très très petits budgets, contrairement à Yair Lapid, en revanche, qui lui a 19 députés. Et puis il a un problème de message également, parce qu'il essaie de faire passer des messages contradictoires. C'est pas seulement qu'il est issu du Likoud, ce qu'il essaie de faire oublier, c'est que quand il était au Likoud, il était également chef du comité central et il était identifié avec l'aile la plus à droite du Likoud. Aujourd'hui, il essaie de faire oublier de cela, de se faire présenter comme un centriste politique, mais quiconque connaît son partage politique a du mal à le croire. Sur son programme économique, il tient un discours socialisant qui est très populaire en Israël, mais la façon dont il a réussi à faire baisser les prix, c'est en menant une politique libérale, de briser les monopoles. Donc là aussi, il y a des contradictions dans son message. Politiquement, c'était l'aile droite du Likoud. Économiquement, il a mis en place une politique thatchérienne qui a réussi. Aujourd'hui, il tient un politique centriste, il tient un discours politiquement centriste et économiquement socialisant. Et donc, je pense que ça explique partiellement le fait qu'il plafonne dans les sondages. Voilà, il stagne plus ou moins. Maurice, à chaque élection, un parti crée la surprise. C'était le cas de Yesh Atid aux dernières élections. Est-ce que ça va être le cas de Kulanou, à votre avis, cette fois? Je suppose que non, parce que finalement, il est en concurrence avec Yair Lapid, donc ils vont être obligés de se partager le pactole. Non, ce qui est intéressant, c'est que Moshe Carlon, finalement, applique à lui-même ses principes politiques. C'est un apôtre de la liberté du marché. Et donc, lorsqu'on lui demande, mais alors, vous êtes au Likoud ou vous êtes proche d'Herzog? Il dit non, moi, je ne veux plus être au Likoud parce que je voulais être libre et je me mets sur le marché en tant que parti politique et le plus offrant, c'est vers lui que j'irai. Donc, encore une fois, ce n'est pas un socialiste, c'est un libéral, c'est un apôtre de la liberté du marché. Et effectivement, comme on l'a dit Emmanuel, il essaye de nous faire oublier ses positions politiques. Il se revendique, pour finir, en tout cas très clairement, comme l'héritier de Begin. Oui, alors ça, c'est très habile de dire ça, évidemment, politiquement, de se dire l'héritier de Begin. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Likoud, en tout cas d'après les statuts du parti, est un parti libéral, donc qui est pour le marché
libre. Et d'un autre côté, en Israël, pour se faire élire, en général, il faut tenir un discours socialisant. Et c'est exactement la contradiction de Kahlon. C'est l'exemple même du succès du marché libre, mais il tient un discours socialisant. Cette contradiction, je pense qu'il en paiera le prix dans les élections. Réponse le 17 mars, voilà, dans 15 jours exactement. Merci beaucoup Rudy d'être venu nous le présenter. En tout cas, on en apprend un petit peu plus et sur les dossiers de fond de la politique israélienne. Restez avec nous. Merci Emmanuel Navon, merci Maurice. On se retrouve juste après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Bon réveil si vous nous rejoignez, bienvenue. On continue avec cette affaire qui secoue Israël. Les services de sécurité intérieure ont démantelé un réseau de trafiquants, des hommes israéliens qui aidaient les terroristes de la bande de Gaza en leur fournissant du matériel de construction, notamment pour construire des tunnels terroristes. Les 3 Israéliens arrêtés clament qu'ils ne savaient pas. David Klezewski. L'appât du gain est un travers qui peut parfois rapprocher Israéliens et Palestiniens. La plus vaste affaire de contrebande présumée a été mise au jour par la police et les services secrets. Elle impliquerait un réseau de 26 personnes, parmi elles Israéliens juifs et arabes, mais aussi Palestiniens de Gaza. L'acte d'accusation publié aujourd'hui fait référence à de nombreuses infractions. Blanchiment d'argent, fraude fiscale, contact avec un agent étranger, mais surtout transfert de marchandises illégales à des groupes terroristes. Car au bout de la chaîne, le Hamas, les matériaux saisis par la police ont été déjà retrouvés par le passé dans plusieurs installations militaires construites par les islamistes. À droite de l'écran, câbles, générateurs et outils de forage. À gauche, ces mêmes matières premières et outillages qui ont servi au Hamas à construire armes et tunnels d'attaque vers Israël. L'homme en question, résident de la bande de Gaza, était connu des services de sécurité et selon des informations du Shabak, était lié à des organisations terroristes au sein de la bande de Gaza. Dès ce moment-là commence une enquête conjointe de la police et du Shabak pour traquer les personnes impliquées dans l'affaire. L'enquête a débuté début 2014, il y a un an, après qu'un camion suspect a attiré l'attention des agents de sécurité. Les investigations ont alors permis de découvrir un réseau aux ramifications nombreuses. Un résident d'un village agricole proche de la bande de Gaza s'est servi d'une société écran pour masquer le transfert de matériaux illégaux au Hamas par le biais d'un intermédiaire. 2 hommes d'affaires de la région de Tel Aviv seraient aussi impliqués. Ils sont accusés d'avoir facilité l'acheminement des matériaux à travers différentes usines et camions qui prenaient la route vers la bande de Gaza. Les autorités israéliennes craignent que les islamistes puissent reconstruire leurs tunnels offensifs contre les villes et les villages du sud du pays. La défense, pour sa part, nie toute implication dans ce scandale de contrebande. Certains avocats soulignent qu'un important commerce se déroule de manière parfaitement légale avec les autorités en place à Gaza, c'est-à-dire ces dernières années avec le Hamas. Chaque jour, plusieurs centaines de camions transitent depuis Israël vers la bande de Gaza par le point de passage de Keren Shalom. Cette autorité du Hamas est tout entière une autorité ennemie et Israël entretient avec elle des liens économiques, des liens d'affaires et elle transmet de l'argent et des marchandises. Le commerce dont il est question ici est légal. Il a été mené par des gens autorisés à acheter et cela pendant des années, sans le cacher à l'État, à l'armée, aux autorités et tout cela sera prouvé au procès. Soyez patients, tout cela sera prouvé. Ce que l'affaire met en lumière, en tout cas, c'est la quantité d'argent et de liquidités dont disposent les hommes d'affaires proches du Hamas, voire le Hamas lui-même, dans la bande de Gaza. Pour faire acheminer l'ensemble de ces matériaux, plusieurs centaines de milliers de dollars ont été versés et retrouvés dans le compte en banque des 3 Israéliens arrêtés. En début de semaine, un commandant de la branche armée du Hamas, Marwan Issa, a annoncé que le groupe islamiste avait l'intention de doubler son arsenal de roquettes et de missiles pour préparer les prochains conflits avec Israël. Et nous sommes en ligne avec Ali Ouaked. Bonjour Ali, notre spécialiste du monde arabe. Alors on vient de le voir, le Hamas poursuit sa construction de tunnels terroristes et la construction de missiles également. À quel point est-ce inquiétant pour Israël ? Je pense que ça doit être inquiétant, Barbara, mais à mon avis, le fait que la campagne de l'armée égyptienne se poursuit entre l'Égypte et la bande de Gaza, entre le Sinaï et la bande de Gaza, notamment dans la ville de Rafah, le fait que l'armée égyptienne est en train de détruire la totalité des maisons dans la partie proche de la bande de Gaza. Il y a quelques-uns qui disent que selon certains témoignages, c'est toute la ville de Rafah, partie égyptienne, qui a été effacée.
Dans ce cas-là, le Hamas est obligé de chercher d'autres moyens pour faire apporter des armes et des munitions et des parties des armes par d'autres canaux. La mer est un canal principal, mais Israël s'avère aussi un canal par le biais duquel le Hamas essaye de se réarmer de nouveau. Selon certaines sources palestiniennes, il y a encore quelques cas des Israéliens juifs et des Arabes israéliens qui ont arrêté, notamment des Bédouins du Negev, qui ont été arrêtés pour collaboration ou pour tentative de faire pénétrer à la bande de Gaza des outils qui peuvent servir la section du Hamas qui s'en occupe de la fabrication des armes, notamment des missiles. Merci beaucoup, Ali, pour ces précisions. Allez, on reste en Israël pour parler d'autre chose. Par la force des choses, eh bien, les mariages interreligieux sont en constante augmentation dans le pays. C'est un sujet tabou il y a encore quelques années. Ces couples continuent de se heurter à énormément de difficultés. Nous sommes partis à la rencontre de 4 de ces couples. Ils ont choisi, envers et contre tout, d'unir leurs différences. Roméo et Juliette en Israël, c'est un reportage de Marie-Françoise Lantieri. La rue israélienne, bariolée et animée, à l'image des cultures qui la peuplent. Juifs et arabes, bien sûr, mais aussi de nombreux druzes, bédouins ou circassiens, ou encore des immigrés venus d'autres pays. Pourtant, beaucoup de ces communautés vivent dans des villes ou des quartiers distincts. Le sentiment d'appartenance identitaire y est très fort et les mariages interreligieux rares et plutôt mal acceptés. Pourtant, 13% des couples israéliens franchissent le pas chaque année. Quelles difficultés rencontrent-ils? Comment les contournent-ils? C'est l'histoire de 4 d'entre eux que nous allons vous raconter. Il est différent. Il a une mentalité différente et un humour différent. C'est ça qui m'a séduit. Mais en même temps, on se sentait tellement bien qu'on a entamé cette relation sans penser à ce qu'il y allait avoir après. Dizengoff Street, Tel Aviv. On marche dans la rue. On vous regarde bizarrement, comme des extraterrestres. Au début, c'était un peu difficile. Après, je me suis dit, bon, soit elles n'ont pas cette habitude-là de voir un couple mixte. Mon père ne l'a pas accepté. Ma mère non plus. C'était un peu difficile pour eux. Je leur ai dit, arrêtez, c'est mon destin. Tu te sens juive? Non. La vérité, avec les juifs, je me sens juive. Et avec les arabes, je me sens arabe. Yehuda est rabbin à Beersheva. La plus jeune de ses filles, Chen, est partie vivre avec un bédouin il y a 7 ans. Ses relations avec elle sont très conflictuelles. Il s'approche souvent de son village dans l'espoir de renouer avec elle. Je ne peux pas me marier avec ta fille. Pourquoi? Ah, je peux me marier avec elle. Il y en a beaucoup qui le font. Non, ça n'existe pas des choses comme ça. Les juifs ne peuvent pas se marier avec les filles arabes. Le gendre du rabbin s'est rapproché de l'islam et il ne veut plus que Yehuda voie les enfants. Pour moi, elle a encore 3 ans, c'est ma fille, c'est mon bébé. Elle doit revenir, s'asseoir avec moi, parler. Je ne lui demande pas de dire pardon, juste qu'elle vienne. La mère d'Amir est juive, son père est circassien, un peuple caucasien musulman arrivé il y a un siècle en Palestine. Ils sont tous les deux israéliens, mais ont décidé très tôt de s'installer aux États-Unis, fuyant l'hostilité de leur famille. Chacun de mes parents était très connecté à sa famille, donc j'ai grandi comme un juif et un circassien. Je me considère comme les deux, religieusement un peu plus juif, car c'était très important pour ma mère. La famille de Mila est juive religieuse. Le jeune couple a tenu à ce que son mariage se fasse dans les 2 traditions, juive et tcherkesse. Les Tcherkesses sont musulmans. Ils se sont mêlés à la famille juive religieuse de Mila. Yael et Koné, Hélène et Ahmed, la fille de Yehuda et son mari Ibrahim, Amir et Mila, 4 unions dans la joie, mais aussi dans la douleur. 4 histoires d'amour israéliennes. Elles racontent la difficulté d'affronter le regard des autres, le rejet parfois, mais aussi la recherche de paix et d'harmonie qui traverse cette société. Une société tiraillée entre le passé et l'avenir, religion et laïcité, repli sur soi et tolérance. Voilà,
et vous pouvez retrouver ces 4 histoires d'amour israéliennes dans l'émission Reportage présentée par Stéphane Calvo. Betsabé, bonjour. Bonjour Barbara. Allez, on passe en revue quelques clics sur lesquels vous êtes arrêtés ce matin dans la presse internationale. On commence par quoi? Alors aujourd'hui, je ne vous parle ni de Vladimir Poutine, Barack Obama ou encore Benjamin Netanyahou. Et pourtant, il y avait de l'actualité. Mais deux, vous allez voir tout de suite, Barbara. Donc de Madonna, vierge à jamais, oui, qui revient à Paris. Regardez Metro News, elle sera sur la scène de Bercy le 9 décembre prochain pour un concert unique en France dans le cadre de Rebel Heart Tour, donc sa nouvelle tournée mondiale. En tout, 35 villes accueillent la star, tournée qui débutera à Miami le 29 août prochain, qui s'achèvera le 27 octobre à Los Angeles. En attendant, sachez que le 9 mars sortira officiellement, finalement, Rebel Heart, même si le 13e album de la reine de la pop a déjà fuité, on sait, depuis plusieurs semaines sur Internet. En attendant, toujours, Paris Match nous offre à l'occasion un retour sur la carrière de Madonna en images. Accrochez-vous, les 35 nerfs, ça va vous faire un coup. On parle de 30 ans de carrière en images. D'ailleurs, la photo date du 15 avril 1985. Elle n'est pas à son plus bel avantage, Madonna, sur cette photo. Mais merci de m'avoir passé un morceau de musique de Madonna ce matin pour me réveiller, ça m'a fait du bien. On reste en France. Paris va se faire remonter les bretelles aujourd'hui par le Conseil de l'Europe parce que en France, la fessée n'est toujours pas interdite. Exactement, la sanction est tombée. Le Conseil de l'Europe, organisme européen donc de défense des droits de l'homme, considère, à en croire Le Monde, que le droit français, je cite, ne prévoit pas d'interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels. Entendez, la France n'interdit pas assez clairement la fessée. On se retrouve elle-même, la France se retrouve du coup elle-même fessée. Regardez Libé qui s'amuse avec les formules à cette occasion. Or, selon les associations anti-fessées, eh bien, cette décision ouvrira même la voie à une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. Notez que les études auraient mis en évidence un lien entre les coups reçus dans l'enfance et l'agressivité à l'âge adulte. Allez, on parle de cette initiative plutôt originale contre les voleurs. Voilà, info Le Parisien. Un supermarché Carrefour City du 15e arrondissement de Paris a décidé de placarder les photos de ces voleurs, des clichés très clairement identifiables, précise Le Quotidien, issu des caméras de vidéosurveillance avec ces légendes. Vous avez vol déo plus chocolat tablette 2014, vol foie gras, pickpocket, vol bière ou encore vol de lait infantile. Alors bien sûr, cette pancarte très bien en vue à l'entrée divise. L'info d'ailleurs était reprise par Le Figaro ce matin qui précise que le groupe Carrefour tient à se distancier de cette initiative qui relève d'un magasin franchisé et non pas de l'enseigne tout entière. Le groupe a d'ailleurs demandé à ce que le panneau soit enlevé. On comprend bien pourquoi. On prend l'air, direction la Chine. Alors de l'air, c'est vite dit, Barbara, puisque le documentaire peu réjouissant qui passionne les Chinois a pour sujet la pollution de l'air. Il a été vu plus de 120 millions de fois, raconte Courrier International, et pour cause. Non seulement Under the Dome Investigating China's Haze, c'est son nom, démontre en 103 minutes que l'état catastrophique de l'air a de graves conséquences sur la santé des populations, mais en plus qu'il est directement lié aux industries polluantes et au manque de respect des réglementations. Malheureusement, il faudra sans doute beaucoup plus qu'un documentaire de ce genre, puisque les ministres de l'Environnement successifs ne font strictement rien contre les dangers de la pollution en Chine. Allez, on termine par des photos d'appartements. C'est pour nous faire rêver ce matin après Madonna, les appartements? Non, c'est pour vous faire relativiser. Vous allez voir quelques-unes des photos d'agences immobilières. Les pires sélectionnées par The Telegraph en Grande-Bretagne. Prenez par exemple ce que le Telegraph se demande sur cette photo. Est-ce que l'homme vient avec l'appartement? On pourrait aussi se demander si le plastique vient avec le placard. Vous avez toute une panoplie de photos de ce genre. Ou encore, voilà, cette chambre. Alors le fait que chacune des poupées ait été scellée
télé au sol ne rend pas la chambre moins terrifiante la nuit, nous dit le Télégraphe. Moi, j'ai plutôt un problème avec le dessus de lit. Alors là, c'est une cuisine contre vents et marées, pour peu qu'il y ait un trou dans le plafond. Vous avez encore ma préférée. Vous allez voir, rien de tel que de se blottir devant un bidet tout joli, tout clinquant. Voilà, c'est véridique. Ce sont des vraies photos d'agences immobilières. Je vais y penser pour ma salle de bain. Merci beaucoup, Betsabe. C'était un plaisir. À suivre dans le Morning, on revient sur un dossier dont on ne parle pas assez, le statut de domestique dans le monde arabe, conditions de vie et de travail déplorables, notamment dans le Golfe Persique. Et cette fois, c'est un nouveau clip sur Internet qui crée la polémique. Les images après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Rudy, on va parler dans un instant d'un phénomène assez bizarre, c'est la Poutine mania, alors que le pays est confronté à une nouvelle vague de contestation après l'assassinat de l'opposant. Mais avant cela, Myri, on parle avec vous d'un autre phénomène dont on ne parle pas assez peut-être, c'est le statut de domestique dans le monde arabe, dans le Golfe Persique, mais pas seulement, au Moyen-Orient également. Et là, c'est un clip viral qui relance le débat. Oui, c'est exactement, c'est une satire qui a été publiée hier, il y a quelques jours sur YouTube, des jeunes saoudiens du groupe Jisr, ça veut dire pont, qui livre une critique acerbe de l'exploitation des travailleurs étrangers en Arabie Saoudite en particulier. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait. أنا ركب كل شيء فوق أنا كوفي نسوي شغله أنا يمشي. Vous voyez, donc c'est une manière humoristique de dénoncer les conditions de travail. Donc en fait, ce qu'ils disent dans cette chanson, dans ce clip, c'est vous nous traitez mal, vous nous traitez de voleurs, etc. Mais en fait, c'est qui façonne vos routes, c'est qui prennent vos poubelles, etc. Et donc, ce sont les travailleurs étrangers. Le clip a été vu plus de 700 000 fois en 5 jours, ce qui est évidemment énorme. Il dénonce en fait la kafala. Alors c'est quoi la kafala? C'est le système du droit musulman qui régit les travailleurs étrangers en terre d'islam, donc dans les pays musulmans. Les travailleurs étrangers, dans leur grande majorité, viennent d'Asie, des pays asiatiques ou africains, et ils sont en fait à la merci de leur employeur, ce qui veut dire que pendant toute la durée du contrat, ça va de 1 an à 5 ans ou même plus, ils ne peuvent pas changer de job ni quitter le pays, ce qui fait qu'ils sont prisonniers de leur employeur, et ça donne pas mal d'abus. On va écouter tout de suite un témoignage. Mon patron m'a jeté du Clorox et de l'acide sur les yeux. J'ai dit à ma patronne pendant 4 jours que je voulais aller à l'hôpital, mais elle n'a pas voulu et elle a dit qu'il fallait que je travaille, que je le veuille ou non. Il fallait que je travaille, malade ou pas. Je commençais le travail à 6 h du matin et je me couchais à 2 h du matin. Oui, donc des conditions extrêmes de travail. Il faut savoir que ces travailleurs sont seuls, ils sont partis sans leur famille, qui dépend de ce travail et de l'argent qu'ils vont envoyer chez eux dans leur pays d'origine. Ils sont donc très isolés. Voilà, il n'y a aucun droit évidemment qui les protège. L'Arabie Saoudite, on l'a vu, est visée dans le clip notamment, mais ce n'est pas le seul pays concerné. Non, en fait, tous les pays des Émirats arabes unis pratiquent cette kafala, ce système de parrainage. Alors, je vous donne quelques chiffres. Il y a 23 millions de travailleurs étrangers dans ces
pays du Golfe, c'est le Qatar, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Koweït ou encore Oman, dont 2 400 000 employés de maison. Ce sont eux qui sont le plus visés, victimes de ces abus, puisqu'ils sont enfermés entre 4 murs et ce sont souvent des femmes. Il y a quelques mois, Human Rights Watch a recueilli près d'une centaine de témoignages de jeunes femmes rentrées des Émirats et on écoute l'une d'entre elles. Elle m'a demandé pourquoi j'étais encore en train de repasser. J'ai répondu que le fer n'était peut-être pas assez chaud. Alors elle a dit laisse-moi voir. Elle a saisi le fer à repasser et l'a pressé contre mon bras en disant là il est assez chaud maintenant. J'ai hurlé de douleur, j'ai encore la cicatrice. Donc vous voyez, les pays du Golfe sont concernés, mais pas seulement. Il y a les pays musulmans du Moyen-Orient également, comme le Liban, où de nombreux abus et violences ont été relevés ces dernières années. Alors il y a 3 ans, une vidéo a fait le tour du monde sur Internet. Elle montrait le traitement infligé à une travailleuse éthiopienne. Voilà, on le voit à l'écran. Cette même femme s'est suicidée, il faut le savoir, quelques semaines plus tard. Voilà, des images terrifiantes. Une question quand même, les pays d'origine de ces travailleurs ont des relations diplomatiques, des représentations dans ces pays-là. Ils ne font rien, ne disent rien pour protéger leurs ressortissants. C'est difficile, en fait c'est très difficile. Ils ont peu de moyens d'accueillir ces victimes qui souvent ne peuvent pas quitter la maison, donc c'est très très difficile. Mais ils prennent d'autres mesures. L'Éthiopie par exemple a interdit à ses ressortissantes de travailler au Liban. On écoute sa représentante. La position du gouvernement et du consulat éthiopien, c'est que les filles, il y a une interdiction pour venir travailler au Liban jusqu'à qu'un accord bilatéral soit signé et qu'il y ait une protection légale à tous les citoyennes éthiopiennes venant travailler au Liban. Alors justement, est-ce qu'on peut espérer que les choses changent? Alors il y a quelques avancées. En novembre dernier, par exemple, le Liban a permis à des travailleuses et des travailleurs étrangers sur son sol de se syndiquer, ce qui n'est pas rien. Malheureusement, très peu de travailleurs étrangers se sont syndiqués depuis novembre dernier. Et donc forcément, d'autres sont toujours soumis. Le Qatar, en pleine préparation, vous le savez, pour le Mondial 2022, a promis de réformer le système de parrainage en 2015, c'est-à-dire cette année. On l'attend évidemment, les associations de droits de l'homme attendent évidemment ces réformes qui ne sont toujours pas sur la table, il faut le souligner. Et puis il ne faut pas oublier les initiatives citoyennes pour dénoncer ça, comme ce clip de ces Saoudiens qui s'élèvent contre les conditions de travail des travailleurs étrangers. Et il faut savoir qu'on l'a dit, il y a énormément de travailleurs étrangers et un tiers seraient victimes de ces abus. Et les abus, c'est en tout genre, ça peut aller du fait de ne pas être payé, être payé moins que ce qui était prévu, confiscation de passeport pour ne pas pouvoir quitter le territoire. On l'a vu, des sévices physiques, des sévices sexuels parfois aussi, des menaces. Enfin, en tout cas, ils sont réduits vraiment à l'état d'esclavage. C'est l'esclavage moderne. 23 millions de travailleurs étrangers dans les pays du Golfe, c'est énorme. Oui, ça fait partie des polémiques sur la Coupe du Monde au Qatar 2022. Le Qatar effectivement a promis de faire des efforts, mais il y a énormément de morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. C'est une des Coupes du Monde qui coûte le plus en vie humaine sur tous ces énormes chantiers qui sont en train d'être menés là-bas. Et il faut souligner encore juste un dernier pays dont on parle moins, c'est le Maroc par exemple, qui là aussi a des travailleurs étrangers, mais au-delà des travailleurs étrangers, on exploite également des travailleurs mineurs qui se travaillent dans le même genre de conditions que ces travailleurs étrangers. Merci beaucoup Myri. On en vient à présent à cette histoire peu banale. L'un des plus grands poètes égyptiens est en visite en Israël malgré les appels du monde arabe à boycotter l'État hébreu. Hicham El-Khor s'est rendu à Nazareth où il est venu apporter son soutien franc et clair à la cause palestinienne. Il a enflammé le public en toute liberté en terre israélienne. Reportage signé Isram Abdelrah avec Sandy Fortis. Voici l'un des poètes probablement le plus populaire du monde arabe, Hicham El-Jarh. Égyptien, séducteur, engagé, il mixe poésie et observation sociale avec un talent qui touche toujours son public. Des poèmes souvent politiquement incorrects, écrits en arabe simple, ils ont pour objectif d'être accessibles à tous, peu importe le niveau d'éducation. Hicham El-Jarh est sarcastique et charismatique, deux traits de caractère qui font de lui un artiste unique dans le monde arabe. Pour la première fois, il s'est rendu en Israël, ignorant les nombreux appels au boycott de ses compatriotes arabes. Hicham El-Jarh est venu à la rencontre du public arabe d'Israël. Il a joué cette semaine à Nazareth dans une salle comble.
Un choix résolument à contre-courant qui a fait le bonheur des habitants israéliens arabes de cette ville du nord du pays. Nous avons défié tous ceux qui ne voulaient pas qu'il vienne ici. Ce soir, nous profitons de sa présence. C'est un fils de Nazareth, un fils de la Palestine. Devant le maire et ses fans, pour la plupart israéliens arabes, musulmans ou chrétiens, le poète a récité entre autres son célèbre Visa, un poème dur, sans concession, qui parle du problème du panarabisme et de l'identité. Mixant nationalité et géographie, de l'Égypte à la Mauritanie, le poème critique par ailleurs l'hypocrisie des pays arabes qui imposent des restrictions de mouvement aux citoyens des pays voisins. Je pense que le fait qu'il soit ici est une façon de répandre notre culture. Il casse les restrictions culturelles que le monde arabe nous impose. Dans la salle, le public était majoritairement composé d'Israéliens arabes qui se revendiquent d'identité palestinienne, des fans qui se sont battus pour que la venue d'Hicham à Nazareth soit possible. Pour le cas d'Hicham, ceux qui font appel au boycott font une erreur. Applaudissements, standing ovation et même des petits cadeaux, la soirée était plus que satisfaisante pour le poète égyptien. J'ai fait ce dessin pour Hicham, il représente son poème Visa. Vous pouvez voir le drapeau égyptien avec le drapeau palestinien. Même si l'artiste n'a pas voulu donner d'interview, cette soirée a été une victoire pour les habitants de Nazareth. Israël a autorisé sa venue et si d'autres artistes venant du monde arabe suivent cet exemple, ce pourrait être le début d'une nouvelle vie culturelle pour les Israéliens arabes, coupés depuis de nombreuses années des événements panarabes par la volonté même de leurs voisins. Tout le paradoxe est là, Hicham est loin de sympathiser avec Israël. Pour lui, le sionisme est un démon avec une queue, mais ses sentiments pour le pays n'entachent en rien l'amour qu'il porte à ses fans arabes de Nazareth. Alors, Rudy, vous avez mis le doigt sur une contradiction, notamment sur Internet, alors que la Russie est dans le viseur, on le sait, des chancelleries occidentales depuis l'assassinat d'un nouvel opposant, et bien la popularité de Vladimir Poutine bat des records. Oui, absolument. Alors en Russie, c'est vrai, le rouble a perdu la moitié de sa valeur. La croissance a été ralentie de 3%, de 3 points. Un des principaux opposants a été assassiné en pleine rue. Mais qu'à cela ne tienne, Vladimir Poutine est au top de sa popularité. 86% de popularité, un score de dictateur, si j'ose dire, si on en croit donc une enquête publiée par le Levada Center jeudi dernier. Alors le site suisse 24 heures nous apprend même qu'une ville de l'Oural qui répond au doux nom de Krasnokramsk, vous l'avez très bien dit. Voilà, 50 000 habitants et moins 15 degrés ce matin. Eh bien cette ville, ou plutôt ses habitants, lancent une pétition pour faire rebaptiser la ville tout simplement Poutine, pour rendre hommage à leur leader aux manettes depuis 1999, une éternité. Car même si la situation s'est dégradée en Russie, plusieurs facteurs font que Poutine progresse dans le cœur des Russes. La propagande d'abord, la plupart des médias russes sont aux mains du Kremlin et glorifient la personnalité de Poutine depuis de nombreuses années. Et puis on se souvient d'ailleurs de ces images qu'on voit de Poutine domptant des ours et dans de multiples situations très viriles. Et depuis l'annexion de la Crimée, c'est aussi un des facteurs, l'annexion de la Crimée, la guerre contre l'Ukraine a renforcé cette image nationaliste d'un grand leader. Il est présenté par les médias comme celui qui résiste au monde et qui humilie la communauté internationale, notamment Barack Obama. Voilà, un réveil de patriotisme en Russie, oui, Marie. Je préfère De Villepin torse nu sur la plage plutôt que Poutine. Mais j'aimerais bien voir De Villepin avec un ours. Ce serait pas le même truc. Rudy, ce qui est quand même assez étonnant, c'est cette popularité chez une partie de la jeunesse russe. On pourrait s'attendre à autre chose. Alors la semaine dernière, je vous parlais de ces mugs, de ces tasses, ces t-shirts à l'effigie de Jacques Chirac. Alors un Jacques Chirac swag, branché, car un peu désuet, très 70s, donc second degré. Poutine est en Russie l'idole des jeunes, mais pas pour les mêmes raisons. Là, on est vraiment au premier degré. Ce qu'on voit actuellement à l'écran, c'est un diaporama du Guardian qui a photographié les jeunes du mouvement 7. Alors 7, ça veut dire connecté en russe. C'est un mouvement politique géré par des jeunes qui vouent un véritable culte de la personnalité au leader russe. Par exemple, Yulia, qu'on va voir sur l'image, eh bien Yulia, elle dit qu'elle a été inscrite au Club 7 par son petit copain et qu'elle ne le regrette pas. Pour elle, Poutine, c'est celui qui a ressuscité la Russie. Globalement, ces jeunes soulignent que Poutine est celui qui redonne une fierté, une dignité aux Russes qui sont revenus sur la scène internationale. En témoignent par exemple les JO de Sochi qui ont été attribués à la Russie et la prochaine Coupe du Monde de foot
en 2018 qui aura aussi lieu en Russie. Alors, ces jeunes, ils ont des réalisations concrètes à leur compte ou ils ne font que donner des bisous et des posters? Non, alors ils relaient, ils intensifient une propagande, notamment en taguant des grandes fresques pro-Poutine dans les rues de Moscou. Et d'ailleurs, ils organisent des défilés de mode inspirés par leur leader, le tout largement financé par le régime. Le régime, certaines sources non officielles disent que le Kremlin investit 25 millions d'euros dans ce mouvement de jeunesse, culte de la personnalité, mouvement de jeunesse. On connaît les méthodes, c'est un phénomène dont on parle car il s'est institutionnalisé, mais ça existe depuis, cette sympathie de la jeunesse, une certaine partie de la jeunesse existe depuis 2007 où il avait déjà cette image de leader qui résiste au monde. Alors juste pour vous montrer à quoi ressemble cette propagande, je vous ai justement retrouvé un clip de 2017 tout en techno et en classe, ça va vous réveiller. Voilà, un clip de 2007 et non pas de 2017, on l'aura remarqué. Quoi qu'en 2017, ça serait le même. Ouais, ça n'a pas changé. Ça aurait pu être le même. Donc on l'a bien compris, tout cela est une campagne téléguidée et surtout financée par le Kremlin. Oui, absolument. Il faut le répéter. Faut bien Alors, mettre les choses. Poutine, c'est une coqueluche du web, mais au second degré. Souvent, ces sorties sont moquées, mais coqueluche du web, il existe aussi à l'international des fan clubs de Poutine. Dans le monde, plus de 300 pages Facebook qui sont à sa gloire, totalement là aussi au premier degré. On voit par exemple la page de soutien en français. Ces pages sont souvent rattachées à des mouvements identitaires très à droite, voire d'extrême droite. Et pour eux, pour Poutine, donc je le dis encore, représente une alternative à l'hégémonie américaine, un leader qui humilie le monde. Bref, c'est flashy, c'est moderne, c'est drôle. Ça reprend, mais ça ressemble à s'y méprendre à de la guerre froide, tout ça. Merci beaucoup Rudy, merci Myri, merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien.